Publication qui nous éclaire beaucoup sur un certain contexte culturel haïtien et qui nous met aussi, c'est le cas de le dire, là aussi l'exil à la bouche concernant notre problématique. Donc là, il a été question de beaucoup d'éléments qui vont nous interpeller, qui nous interpellent déjà, mais l'esthétique de l'absurde, quel lien finalement donc avec la métropole, quel lien avec l'absurde européen? Est-ce que c'est juste une récupération? Est-ce qu'il y a un regard critique? Est-ce que c'est une façon un peu comme le voulait le cannibalisme brésilien, manger le guerrier pour en acquérir la force tout en le renversant? Quel est le rapport à l'absurde, tel que nous le connaissons à partir de Sartre, de Camus? C'est une des questions que j'essaie, je crois, de dégager à travers mon engagement avec l'œuvre de Jacqueline Boger et des autres poètes, surtout de cette époque, de cette génération. Et je crois que les images, entre guillemets, absurdes, ou les agrammaticalités, les images qui évoquent, ou les moments même où, dans le recueil, le mot absurde survient, à rapport, je crois, dans un premier temps, avec la problématique de l'exil, avec la problématique de la violence, surtout la violence de la dictature en l'occurrence, François Duvalier. Et donc, il y a une absurdité, surtout de la violence. Il y a, je crois que le registre de l'absurde est un peu plus circonscrit et se concentre sur des problématiques comme celle de la migration, de l'exil, de la violence, l'absurdité de la violence, l'absurdité du pouvoir, des abus de pouvoir. Et dans le cas qui m'intéresse, ce cas-ci en particulier, de la marginalisation des classes populaires qui crée... il y a aussi la signification d'absurde dans le sens de l'absurdité, de l'impossibilité de s'entendre, de se comprendre. Et donc, mon analyse de l'isolement sur le plan de la classe rejoint aussi cette dimension-là de l'absurde. Merci beaucoup, Nathalie. Je suis sûr qu'il y a d'autres questions, commentaires par rapport à cette communication très intéressante, portant cette fois-ci sur... oui, s'il vous plaît. Et il s'agit de regarder le processus de la colonisation, de la propagation de l'impérialisme russe et anglais, non seulement par rapport aux colonies externes, à l'extérieur de leur territoire, mais aussi par rapport à leur propre musique ou bien les miniers anglais. Et pour les rendre étrangères, on souligne souvent une autre apparence, même physique, de cette classe ouvrière par rapport à la race supérieure. Est-ce que vous parlez de l'exil intérieur, cette notion est plutôt commune, mais est-ce qu'on peut utiliser aussi ce concept de la colonisation intérieure par rapport aux paysans, haïtiens? Non, c'est une excellente question, merci. Et je ne connais pas ce terme ou cette théorisation de colonisation interne, mais elle me semble très probante, très intéressante. Dans mon analyse de ces questions en Haïti, je comprends ce phénomène-là de deux manières. D'une manière, je crois qu'on peut parler de colonisation interne, dans la mesure où il y a, de l'époque coloniale à l'époque de l'indépendance, une certaine continuité. Il y a une mesure, on peut dire d'une certaine manière que même lorsque les colons sont partis, il y a un système à travers, même si évidemment l'esclavage est aboli, qui est, je veux dire, c'est l'élément le plus important, un des buts les plus importants
de la révolution haïtienne, sinon le but le plus important, et il a été acquis très durement, très chèrement par cette révolution et par l'indépendance. Mais pour ce qui est des conditions de travail, pour ce qui est de la propriété des terres, de qui a accès à la propriété et les conditions dans lesquelles les gens travaillent sur les terres, les situations sont malheureusement relativement semblables. Le découpage, malgré plusieurs efforts au cours de l'histoire d'Haïti pour changer le code du travail, le code rural, ce qui fait qu'on peut parler d'une certaine manière d'une colonisation intérieure, non plus par des Français ou des Espagnols, mais cette fois-ci par des indigènes, par des Haïtiens qui exploitent le travail des paysans haïtiens. Cela dit, une autre dimension qui m'intéresse et que je n'ai pas pu vraiment étudier, c'est aussi la question de l'isolement et de l'exil intérieur, en guillemets, si on veut, m'intéresse aussi dans la mesure où les années 60 sont un moment important pour la pensée communiste en Haïti, et ce qui est paradoxal, c'est que même à l'intérieur des mouvements communistes, des partis communistes, de la pensée communiste, il y a même là une marginalisation des classes populaires, que ce soit par leurs paroles ou même par leurs intérêts, qui sont malgré tout maintenus à l'écart. Et donc ça, c'est une autre dimension de ce phénomène-là qui m'intéresse et qui, je ne sais pas si ça pourra rentrer dans la communication interne, mais c'est certainement un des aspects importants. Merci beaucoup, Nathalie. François? Est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre? Vas-y, parce que j'ai beaucoup parlé. Donc, j'aimerais poser ma question un petit peu. Bon, d'abord, merci. Je trouve que c'est très intéressant ton approche au niveau de l'histoire. En revanche, par rapport à la poésie de Jacqueline Baugé elle-même, j'ai un peu de difficulté parce qu'il me semble que la discussion sur l'hermétisme absurde part un peu. Je peux appuyer? Part un peu je ne crois pas qu'il faille faire confiance entièrement à la critique quand elle parle d'hermétisme ou d'absurde. Parce qu'au niveau esthétique, cela ne me semble pas se traduire vraiment dans les textes. C'est sûr qu'il y a un certain nombre de discours critiques et poétiques qui circulaient beaucoup en Haïti à cette époque-là. Mais je crois en même temps, pour avoir vu un peu le même phénomène autour d'autres poètes, que cette notion d'hermétisme et d'absurde était une étiquette aussi très rapidement appliquée à un petit peu tout ce qui s'éloignait, même un peu de la forme classique, traditionnelle. Et quand je lis les vers, même ce que tu as montré à l'écran, je n'ai pas l'impression vraiment qu'on puisse parler ni d'hermétisme ni d'absurde concernant Jacqueline Baugé. Je crois qu'il faille, de même qu'on ne peut pas faire confiance à Philoctète quand il parle de perspective mâle ou femelle, je ne crois pas qu'on puisse lui faire confiance non plus en ce qui concerne l'hermétisme ou l'absurde de Jacqueline Baugé. J'ai de la difficulté avec sa notion appliquée à cette poésie-là, qui m'apparaît une poésie relevant beaucoup plus de l'intime et puis de l'expression de soi. Et si politique il faudrait lire, je crois que ce politique il faudrait vraiment le creuser autrement peut-être que dans une perspective de mise en relation directe avec le discours politique ou même historique de l'époque. Ça pourrait être intéressant, mais ça ne me semble pas relever d'un rapport immédiat. Donc, c'est un peu une remarque à deux niveaux. Je dirais que dans un premier temps, je suis entièrement d'accord avec toi. J'ai remarqué moi aussi dans mes lectures des critiques de cette époque-là que effectivement c'est très facile. Et je veux dire, on le sent même dans le ton du critique que c'est une critique qui est c'est un reproche qui est lancé très facilement, très rapidement, et donc voilà, je crois que tu as raison, mais en même temps, pourquoi le choix? Donc une première chose qui m'intéresse, c'est pourquoi est-ce que c'est cette critique-là qu'on choisit? Pourquoi est-ce que l'hermétisme serait un problème? Pourquoi est-ce que
une esthétique absurde poserait problème? Pourquoi est-ce que c'est un lieu de tension à l'époque en Haïti? Donc c'est une première question qui m'intéresse. Et d'autre part, il y a aussi le fait que les écrivains s'approprient. Donc on le voit dans la réponse de Serge Gilbert que lui-même défend un certain hermétisme, ou même Paul Jamin que je citais. Paul Jamin, dans le texte que je citais, fait une différence entre une poésie obscure qui, justement, aurait tout simplement pas de sens, et une poésie hermétique qui, comme il le dit, ne veut pas être la pâture des profanes. Donc, on voit que les poètes s'approprient de ces catégories-là, et d'hermétisme et d'absurde. Je vois dans le cas de Baugé que le mot absurde apparaît, que ce sont des concepts avec lesquels ils veulent jouer dans une certaine mesure. Et d'autre part, je crois que dans la poésie de Baugé et d'autres poètes, surtout de Ouguénicon, moins de Haïti Pierre, mais qui a effectivement quelque chose comme un certain hermétisme, une certaine absurde, précisément dans l'utilisation d'images violentes. Il y a, même dans le passage, le deuxième passage que j'ai cité, moi le premier, est-ce que c'est parti? On est encore là. Un exemple qui est classique, c'est la chair broyée des routes illuminées. Il y a des moments comme ça dans son œuvre où la violence sert à créer. En fait, il y a des images surréalistes, absurdes, qui sont créées à travers des images violentes. Et pour moi, je me demande si c'est pas ça un des éléments de tension. Une des raisons pour lesquelles ces écrivains s'approprient l'absurde, peut-être qu'ils ne sont pas conscients de cette dimension-là de leur œuvre, mais c'est quelque chose qui m'intéresse et que j'explore. Il y a l'aspect polémique aussi qu'il ne faut pas négliger, c'est-à-dire qu'on voit bien dans les passages critiques qui sont nommés qu'il y a un repositionnement dans le champ littéraire, il y a un enjeu qui n'est pas un enjeu critique vraiment, mais un enjeu plus polémique. Oui, je suis d'accord avec ça aussi. Merci. François, s'il te plaît. On a le temps ou Écoute, tu aurais levé la main, au moins on va terminer avec toi. Moi, je voulais remercier Nathalie parce que tu m'as fait découvrir Jacqueline Baugé avant Jacqueline Baugé, parce qu'on la connaît pour ses œuvres écrites en Ontario plus tard. En fait, à juger par les extraits que tu as affichés, je crois que c'était le meilleur avant qu'elle arrive au Canada. Donc, contrairement à ce qui arrive à la plupart des exilés, je trouve qu'elle a perdu le Canada, en arrivant au Canada. Oui, ou en se mariant, je ne sais pas. Mais j'avais une question sérieuse, en fait, et un commentaire. Le commentaire, je me demande combien, je ne connais pas les lectures de ces écrivains autour de Jacqueline Bauzey, Anthony Phelps, c'était à cette époque-là. Mais les années 60, effectivement, on prétendait tous vivre à l'époque de l'absurde, ici, au Québec comme ailleurs. Donc je me demande jusqu'à quel point c'était pas juste une conception qu'il se faisait d'être écrivain dans les années 60 et pas plus que ça. Oui, je dirais encore une fois que c'est probablement le cas, mais que c'est pas tout le monde qui souscrivait à cette position-là. Et ce qui fait que ça devient un territoire contesté où il y a certains écrivains qui se rattachent à cette esthétique et d'autres qui le font pas. Et encore une fois, pour rattacher ça à la question de l'isolement, une des manières dont ce positionnement-là s'exprime, c'est par le rapport au public. C'est l'importance il y a dans les discours critiques, analytiques des écrivains de l'époque, une réflexion sur le rapport de l'écrivain au public, le rapport de l'écrivain au peuple, et l'importance de garder le lien, d'être compris, de ne pas s'isoler. Et je crois qu'il y a cette idée que celui qui cultive l'hermétisme, l'absurde, s'isole un peu dans sa tour d'ivoire, ce qui fait que le choix de s'isoler et malgré tout de continuer à être ancré dans des questions politiques, sociales d'une manière ou d'une autre, même si c'est, je crois, quand même assez difficile à trouver, devient intéressant. Mais il y a plusieurs écrivains comme ça. Franck Etienne, je l'ai à l'esprit dans son premier roman, le premier roman qu'il a publié. Avant ça, il avait écrit de la poésie en Haïti, entre autres, comme je le disais,
pas avec Haïti littéraire, mais en même temps que Haïti littéraire publiait. Donc il avait écrit de la poésie pendant le début des années 60, il publie son premier roman en 1968, donc c'est Mur à crever, et on voit ces questions-là même dans ce roman-là. Il parle de ce rapport au peuple et de ce refus de s'isoler. Est-ce que je peux juste te poser la question inverse? Je me demandais, parce que tu avais l'air de placer l'exil du côté des paysans. Et je me demande en fait qui est exilé là-dedans. Si c'est pas en fait ces écrivains eux-mêmes qui se sentent le besoin de se positionner par rapport aux paysans. Que ce ne sont pas les paysans qui sont exilés, c'est eux. Oui. Non, je crois que vous avez raison, certainement. Mais ça me fait penser à Yannick Laës avait dit ça il y a quelques années quand elle est venue à Waterloo. Elle a dit au fond, parlez-moi pas d'exil, je sais ce que c'est. Je suis moi-même dans mon propre pays. Tu tiens un livre dans ta main et c'est exilé. Donc je me demande si ces gens-là n'étaient pas dans la même position. Je crois que on peut dire oui, mais dans une certaine mesure, ça aurait été le cas un peu à travers l'histoire d'Haïti. Et ce qui m'intéresse, c'est pourquoi à ce moment-là, d'abord dans le contexte de la dictature de Duvalier, mais aussi dans le contexte de la montée montée c'est un peu fort, mais dans certaines agitations communistes. Et le mouvement communiste de l'époque est important parce que c'est les groupes principaux qui assurent une résistance face au régime de François Duvalier. Et donc, à ce moment-là, où il y a un discours noiriste d'un côté, un discours communiste, où les deux mobilisent l'image du paysan, je crois qu'il y a là quelque chose de particulier qui se passe dans le rapport entre les intellectuels et les écrivains. Il y a aussi, sur le plan... il y a aussi des mouvements sociaux importants de syndicats. Il y a la répression des syndicats en même temps. Il y a aussi, chez les travailleurs eux-mêmes, des choses intéressantes qui se passent pendant les années 60 qui justifieraient peut-être l'expression de ces questions-là. Merci. Voilà, merci François, merci Nathalie, encore une fois.